Est-ce qu'une des raisons de cette ouverture, de ce regard nouveau, au-delà de tout ce que vous venez de nous expliquer, n'est pas aussi les efforts cubains, les efforts des dirigeants cubains pour améliorer la situation économique qui n'est pas facile, parce que situation économique, une croissance que la France pourrait envier, de 2,5%, mais les productions industrielles, les productions agricoles sont insuffisantes pour répondre aux besoins du peuple. Cuba s'est beaucoup interrogé, le gouvernement cubain s'est beaucoup interrogé, a proposé un certain nombre d'évolutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Aujourd'hui, quand même, il faut rappeler, malgré tout, que alors le salaire de l'ouvrier cubain est très faible au regard de ce qu'on peut avoir en France, même si nos salaires, on considère qu'ils ne sont pas trop élevés. Mais en même temps, Cuba est sans doute, du point de vue des acquis sociaux, le pays du tiers-monde qui fait figure d'exception. Alors, quelques mots peut-être sur ces réformes économiques. Pour répondre à votre question, il faut prendre un ensemble d'éléments. Et en particulier, pour nos auditeurs, je pense que quand on parle de Cuba, de sa situation, telle que vous posez la question, il faut toujours avoir en tête le contexte historique et politique de ce qu'on vient de parler précédemment. Mais indéniablement, on peut, certes, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées à Cuba, mais il y a un point fondamental que tous les pays reconnaissent aujourd'hui, c'est que Cuba et la révolution cubaine a su donner à son peuple un système de santé que le monde entier a envie et un système d'éducation extraordinaire. Il y a des médecins cubains dans toute l'Amérique latine, par exemple. Comment ne pas rappeler qu'en 59, à la fin de la Révolution, il n'était resté qu'à peine une centaine de médecins cubains à Cuba, les autres sont partis, et qu'aujourd'hui, vous avez à peu près plus de 50 000 médecins à travers le monde pour travailler dans les zones les plus défavorisées, et ils n'y vont pas forcément que dans les endroits où il y a beaucoup de pétrole, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un système de santé gratuit, un système d'éducation gratuit, extraordinaire, et en même temps une politique, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure quand on abordera la question de la coopération, extrêmement audacieuse d'aide à la coopération dans les pays en voie de développement. Alors, ceci étant dit, Cuba connaît une situation économique difficile que l'on peut résumer fruit à la fois des effets du blocus et fruit en même temps de certaines erreurs dans la gestion. Les Cubains le reconnaissent eux-mêmes. Et donc, il y a une préoccupation pour la révolution cubaine qui est permanente, qui est celle de pouvoir avancer dans la construction d'une société plus égalitaire, plus juste. Et ceci les a conduits, notamment dans la dernière période, à poser le problème de l'avenir du système et du modèle économique. Alors comment ils sont parvenus, quelle méthode ils ont utilisée? Ils sont partis de l'idée que aujourd'hui la question pour eux c'est de maintenir ce bloc social incontournable, mais qu'il faut aller plus loin, qu'il faut le moderniser, qu'il faut le préserver et le moderniser. Alors ils ont utilisé une méthode qu'ils ont appelée dans leur jargon la méthode de la réactualisation de leur modèle économique. Arrêtons-nous un instant parce que nous sommes aussi en France en période électorale. Donc la méthode a consisté à lancer un immense débat à l'occasion d'un congrès du Parti communiste, ce qui avait fait dire aux dirigeants cubains, nous n'allons pas faire un congrès de militants, mais nous allons faire un congrès de citoyens. Donc pendant 1 an et demi, un vaste débat sur ce que devaient être les réformes de cette réactualisation du modèle économique ont lieu à Cuba. Je souhaite rappeler que pendant cet 1 an et demi, c'est 8 millions de Cubains qui ont participé, 8 millions de Cubains sur une population aujourd'hui de 11 millions et demi. C'est montrer l'importance. Donc des débats thématiques, donc un ensemble d'amendements, plus de 250 amendements qui ont été proposés. Pas besoin à Cuba d'un 49.3 pour se doter d'un projet. Et donc au terme de ces débats, Cuba a entériné donc cette réactualisation de ce modèle économique. Il faudrait beaucoup de temps pour expliquer, mais allons à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire adopter la réactualisation de son modèle économique? Il y a 2 grands principes qui ont été arrêtés. Le premier principe, c'est que Cuba réaffirme, à travers cette loi,
que son modèle social est incontournable. Mais en même temps, il ajoute, pour préserver et développer ce modèle, il faut faire arriver massivement l'investissement étranger à Cuba. Alors certains se sont dit, c'est l'ouverture au capitalisme. Oui, non. c'est ça, oui, parce Cuba, qu'on peut parler d'autres pays ex-socialistes ou pays à direction communiste dans le monde. Bon, on pense à la Chine, à d'autres. Vous avez raison. Qui sont devenus des régimes libéraux. Oui, mais moi, vous avez raison. Mais moi écoutez, moi je vais à Cuba depuis 1974. Je considère que j'observe l'évolution de la société, donc je trouve que les Cubains sont très pragmatiques et que parfois on leur reproche d'agir lentement, mais en fait ils étudient toujours, ils veulent éviter des contre-coups importants. Alors qu'ont-ils décidé dans cette notion ? Ouvrir l'investissement étranger, mais pas n'importe comment, pas comme ce qui s'est passé dans les pays socialistes. Ils se sont d'abord dotés. Ils ont décidé d'abord quels étaient les secteurs stratégiques dans lesquels l'investissement étranger pouvait intervenir. Et ils ont, de fait, éliminé tout de suite le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et les forces armées. Ensuite, ils ont défini une loi. Cette loi, elle définit les conditions dans lesquelles l'investisseur étranger peut investir à Cuba. Et pour simplifier le raisonnement, cette loi garantit bien entendu l'investissement à l'investisseur, parce que tout le monde peut comprendre qu'un investisseur n'ira pas investir si on ne lui garantit pas son investissement, mais il garantit aussi les droits des travailleurs cubains. Et ensuite, ils se sont dotés donc d'un ensemble de projets dans lesquels l'investissement étranger peut se faire. Et ils ont adopté la méthode. Aujourd'hui, un investisseur étranger peut intervenir soit en créant une société mixte avec un partenaire cubain, soit intervenir à 100% avec un capital étranger, ce qui n'était pas le cas jusqu'à ce moment-là à Cuba, soit des accords d'association économique. Pour prendre un exemple pour nos auditeurs, qui associe deux entreprises françaises connues. Vous avez d'un côté Bouygues avec un accord avec Cuba pour la construction d'hôtels pour le développement du tourisme, ou l'autre exemple le plus important, c'est Pernod avec la commercialisation du rhum à Havana Club. Donc autrement dit, une loi qui garantit l'investissement étranger, qui définit les règles, et une loi qui permet aussi de garantir que Cuba reste maître de son destin. Victor Fernandez, est-ce que ça suffit cet aspect-là ? Parce que est-ce que la société cubaine n'avait pas aussi besoin d'une libération interne, de libérer les capacités créatrice des Cubains, parce qu'on reste quand même dans une économie extrêmement centralisée. Tout à fait, j'étais court dans ma réponse. Il y a un autre volet qui est très important justement de cette réforme, c'est d'ouvrir, c'est-à-dire que l'État a considéré qu'elle n'avait pas vocation à tout gérer. Et donc une autre variante, enfin pas une variante, une autre composante de cette réactualisation, c'est la création d'un secteur non étatique. C'est-à-dire, par exemple, l'ouverture à la possibilité à des Cubains de pouvoir s'installer. Il y a aujourd'hui à peu près 175 métiers qui sont autorisés, où on peut s'installer à son compte. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 000 emplois qui ont été créés dans des travailleurs indépendants, les taxis, dans le domaine du bâtiment, le domaine de la plomberie, et bien évidemment, l'État cubain préconise pour ces nouveaux travailleurs indépendants de se fédérer sous un modèle que l'on connaît bien en France, qui sont les coopératives, c'est-à-dire donc voilà. Donc à la fois l'État va se centrer sur les projets essentiels, mais en même temps l'ouverture d'un secteur non étatique. J'ai pas répondu aussi à une question de tout à l'heure. C'était sur la question du salaire. Évidemment, évidemment, cette question est importante. Et là aussi, quand on compare le salaire, parce que disons-le, le salaire, ça peut surprendre nos auditeurs, un salaire moyen est aujourd'hui environ entre 20 et 25 euros par mois, mais il faut voir, il faut comparer au système de vie. L'éducation gratuite, la santé gratuite. Écoutez, moi je vous donne un exemple. Pour une part de gens logés gratuitement aussi. 90% des Cubains sont propriétaires de leur logement. Ouais. Je vous donne un exemple. Je trouve que j'ai de la famille, donc ma belle-mère vit toujours à Cuba, et donc ils sont deux dans la maison. Il faut savoir que par exemple sur l'eau, elle paye 10 centimes d'euros par trimestre
pour l'eau et l'assainissement. L'électricité est pratiquement gratuite. Le téléphone est pratiquement... Donc autrement dit, il faut quand même regarder la question de ce salaire, mais en même temps, disons-le, ce n'est pas... Il y a des aides alimentaires. Et alors ensuite, et vous avez une deuxième partie, c'est qu'il y a un certain nombre d'aliments qui sont à travers la libreta, en fonction du nombre du nombre de personnes dans le foyer, la possibilité de pouvoir acheter dans des boutiques d'État de la nourriture à très bas prix. Mais tout ça, je ne suis pas en train de dire que la situation n'est pas difficile. Oui, ça reste une situation compliquée. C'est pour ça que l'essentiel, les vrais amis des Cuba, ceux qui se préoccupent beaucoup de leur avenir, il faut qu'ils agissent pour qu'une fois pour toutes, ces mesures de blocus soient levées et permettre aux Cubains de décider librement de leur avenir et de pouvoir investir. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la difficulté pour Cuba, lorsqu'ils veulent importer des choses, il faut savoir que tout bateau qui rentre à Cuba aujourd'hui est interdit pendant 6 mois dans un port américain. Donc, faire venir des marchandises de France, alors que nous sommes à plus de 8000 km, le coût du fret est beaucoup plus élevé, alors qu'ils sont à 60 km de la part des États-Unis, vous voyez. Donc, c'est toutes ces questions. Et la question qui devrait être aussi réglée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez aussi une double monnaie. Vous avez le peso cubain. On va y revenir, parce que je crois qu'il y a eu des accords avec l'Union européenne aussi, pour la baisse de la dette, le réaménagement de la dette. On y reviendra tout à l'heure, mais on va faire peut-être une première pause musicale. Je vous avais demandé donc de nous proposer quelques parties musicales, et donc vous avez choisi Carlos Puebla, Comandante Che Guevara. Donc peut-être 2 mots sur ce choix. Oui, je crois que vous savez que la musique à Cuba est tout. On vit avec de la musique, on meurt avec la musique. J'ai choisi ce titre parce qu'à mes yeux, il illustre bien l'histoire de cette révolution cubaine, ce porteur d'avenir, et particulièrement un homme, un compagnon de Fidel qui a joué un rôle très important, qu'est le Che Guevara. Ouais. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.